Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine Santé Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Roxane, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Pour vous présenter, pour les nouveaux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous exercez la psychothérapie et la sophrologie en cabinet privé depuis 1998. Vous êtes également auteur de plusieurs livres, c'est pour ça qu'on vous connaît, entre autres, sur Ici et Maintenant, puisque vous évoquez un livre avec nous à chaque émission. Oui. Des livres, mais pas seulement, puisqu'il y a également des recueils de poésie, des romans, des contes, des essais philosophico-poétiques, dont par exemple Découvrez votre animal totem, Petit manuel de vie pour éviter 10 ans de psy, Libérez-vous par le pardon, Triompher des manipulateurs, La souffrance au travail et Le pouvoir d'être heureux, que vous venez nous présenter ce soir, paru aux éditions Bussière ce mois-ci. Et oui, et c'est mon 20e livre. Ah oui, rien que ça. D'accord. Alors, effectivement, dans ce livre qui a été préfacé par Andreas Mamet, je pourrais lire à l'occasion ce petit préface, vous abordez la quête du bonheur qui est universelle et omniprésente chez l'humain, d'ailleurs même incluse dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mm-hmm. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté, la recherche donc du bonheur dans cette déclaration. L'homme effectivement cherche depuis toujours à atteindre cette plénitude rêvée et rendre sa vie plus harmonieuse à travers la prospérité, le ravissement, la fortune, la joie, etc. Nous avons tous notre propre définition du bonheur. D'ailleurs, vous ne vous en préoccupez pas trop, vous, dans le livre, vous dites que c'est pas ça le plus important. Je dis, je crois en introduction que pour certains, le bonheur va être en effet la paix intérieure. Pour d'autres, ça va être la réussite professionnelle. Pour d'autres, ça va être des bonnes relations, etc. La santé, bien sûr. Et que finalement, ce qui est important, c'est que, à mon avis, chacun puisse trouver dans son livre ce qui va l'aider dans sa quête à lui. Et nous en parlerons, j'imagine, tout au long de l'émission. Dans ce livre, j'ai abordé plusieurs thèmes qui sont des thèmes qui nous concernent tous, bien sûr. La santé, les relations, le deuil. Il y en a une vingtaine. Peut-être que vous voudrez qu'on en fasse la liste tout à l'heure, je ne sais pas. Mais en fait, je pense pas que trouver une définition du bonheur nous rende heureux. Tout ça, ce sont des procédés très intellectuels et qui ne suffisent pas à être heureux. Il y a plein de gens intelligents, il y a plein de philosophes malheureux. Donc, savoir ce que c'est que le bonheur ou en trouver la définition la plus importante, moi, je laisse ça aux spécialistes. Alors, pour en faire un petit tour rapidement sur cette question un peu théorique, on pourrait simplement dire que étymologiquement, le mot bonheur est issu du latin et signifie accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Donc il y a véritablement cette notion d'accroissement, d'élévation. Le bonheur serait l'aboutissement d'une construction qui ne saurait confondue avec la notion de joie passagère ou de plaisir. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette définition, c'est que c'est l'aboutissement d'une construction qui est accordée par les dieux. C'est-à-dire que la construction, évidemment, c'est pas les dieux qui l'ont faite, c'est nous qui l'avons faite. Ce qui explique qu'on veuille bien se donner la peine de travailler à notre bonheur. C'est visiblement dans cette définition, il n'est pas question d'attendre de naître heureux. Naître du verbe naître. Le bonheur, nous devons y travailler, nous devons le construire. Et là, alors, les dieux, oui ou non, nous accordent la récompense suprême. J'ai tendance à penser que même pour les personnes qui sont moins chanceuses que d'autres,
la construction de quelque chose dans notre vie nous amène une satisfaction qui est tout simplement celle du travail bien fait, des efforts que nous avons mis dans quelque chose. Et rien que ça peut nous permettre d'être contents de nous-mêmes. Et je pense que c'est une des composantes importantes du bonheur. Être heureux, être content de soi, finalement. C'est vrai que cette notion de responsabilisation vous est chère, puisque vous travaillez essentiellement aussi sur la reconnexion à soi-même, la réconciliation à soi. Donc il y a une notion d'action à mettre en œuvre. Et vous reprenez au début de ce petit livre, qui est plein de couleurs, en tout cas sur la couverture, avec ce phénix. Alors, si jamais la vidéo fonctionne aujourd'hui, je vais peut-être le montrer. Je ne sais pas où il faut le montrer. De toute manière, oui, voilà, les auditeurs le voient. Voilà. Donc, si jamais ça fonctionne. Sur notre site ici-et-maintenant.com, vous avez vu ce phénix qui est là et qui est un oiseau légendaire doué de longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur. Donc il symbolise les cycles de mort et de résurrection. Donc vous nous invitez aussi à mourir, à nos schémas. À mourir joyeusement, bien sûr. Oui, c'est une blague. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu particulier la façon dont je l'ai dit, mais en tout cas, vous nous invitez à mourir à l'ancien, à la douleur finalement, et à renaître à notre propre pouvoir de créativité et de sérénité. Je nous invite, parce que je me mets dans le lot aussi bien sûr, je nous invite à laisser mourir en fait ce qui nous fait du mal. À ne pas nous y accrocher et à oser cette espèce de saut dans le vide qui est la rencontre avec l'inconnu, la rencontre avec l'espace où quelque chose de nouveau va pouvoir émerger. Parce que souvent, ce qui empêche le bonheur ou la joie de rentrer dans notre vie, c'est que nous sommes trop encombrés dans nos pensées, dans nos idées, dans nos ressentis, dans nos habitudes, dans nos comportements, à ressasser et donc à nourrir du mauvais, à nourrir nos douleurs, nos schémas, nos souvenirs, nos mauvais souvenirs. Et donc, à un moment donné, il faut accepter. Je disais ça d'ailleurs à la conférence sur les journées du pardon. Qu'est-ce qu'on a pu m'embêter dans les jours qui ont suivi avec ça? J'ai osé prendre l'image, bon, j'aime bien rire, vous le savez. Je disais que le bonheur et la paix ressemblaient un petit peu à ce que pouvait éprouver un poisson rouge dont la mémoire est très courte. Vous savez, c'est cette possibilité tout à coup de plus se souvenir qu'on souffrait il y a 2 minutes en fait. Tout recommencer à zéro à chaque instant. C'est-à-dire être dans un état de vacuité finalement. Hein. Et à partir du moment où on ne se souvient plus qu'il y a une demi-heure on était très malheureux, on peut rentrer en connexion avec autre chose. Voilà. Donc pendant les jours qui ont suivi, tout le monde m'a embêté avec l'histoire du poisson rouge. Mais c'était peut-être un peu excessif. Mais l'idée, c'est vraiment laisser mourir, en effet, laisser partir, laisser se dissoudre tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous pose problème, et accepter à un moment donné de ne plus se raccrocher à ces images négatives que nous avons de nous-mêmes, de la vie, de nos pensées, de nos émotions, etc. Oui, finalement, ça pourrait rejoindre aussi la citation qu'on connaît tous, redevenez comme des petits-enfants. Absolument. Et vous entrerez dans le royaume de Dieu. Tout à fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment ça. La renaissance, c'est ça. Et d'ailleurs, il est question dans les évangiles. Hein, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est une renaissance symbolique. Hein, c'est un lavage total de l'âme, du corps, qui nous permet de redémarrer, de renaître purifié. Alors, purifié, il faut se purifier 50 fois par jour, de nos pensées, de nos émotions, de nos tristesses, et puis réouvrir les yeux différemment sur le monde et sur nous-mêmes. C'est aussi croire en cette notion de liberté. Donc, à ce propos, je le disais tout à l'heure, vous reprenez la citation de Nelson Mandela qui dit « Nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres ». Oui, la liberté d'être libre, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné ce titre à ce livre, le pouvoir d'être heureux. Je ne dis pas, ce livre va vous, telle une baguette magique, vous le mettez sous votre oreiller, vous en lisez 3 pages et ça y est, hop, abracadabra, vous êtes heureux. Je dis, vous avez le pouvoir de travailler à votre bonheur. Et c'est ce que dit Nelson Mandela. Nous ne sommes pas libres, là, tout de suite, maintenant. Hein, mais nous avons cette possibilité, et bien sûr le libre arbitre, hein, nous choisissons si nous l'utilisons ou pas, de nous mettre en chemin vers ce bonheur, hein, de le créer, de le fabriquer.
Alors même Andreas Mamet, il voit un intérêt certain puisqu'il préface votre livre en vous décrivant comme bien sûr une auteure prolifique, ça on s'en est rendu compte, qui montre une nouvelle fois dans cet ouvrage son aptitude à exprimer avec une précision tangible les nombreuses dimensions subtiles de l'existence humaine. Ses propos créent une cartographie très claire accompagnée de méthodes pratiques dont nous pouvons nous servir pour nous guider dans le labyrinthe de notre esprit. Il nous dit, je me demande où Anne-Catherine a pu trouver pareille sagesse. A-t-elle passé 20 années dans un monastère bouddhiste pour développer pareille sagesse, pareil discernement? Donc ça, c'est quand même un joli complément pour un enseignant spirituel qui travaille essentiellement à partir beaucoup avec la méditation et les mantras. Ses propos sont libérateurs et apaisants. Les questions qu'elle pose m'aident à trouver les réponses dans ma vie. En la lisant, j'ai envie d'observer mes pensées et comportements qui sabotent ma quête du bonheur. Soudain, il devient aisé de savoir quelle direction suivre dans ma vie. Cet ouvrage offre un précieux présent au lecteur, la clarté. Effectivement, quand on lit cet ouvrage, qui est pas construit sous une forme linéaire, puisque c'est très catégorisé, si je puis dire, donc avec toutes ces dimensions abordées, toutes ces problématiques telles que le surmenage, les relations, la confiance, l'anxiété, l'adversité, le plaisir, la douleur, les déceptions, le soutien extérieur, la dépression, le découragement, la confiance en soi, le deuil, le manque, les doutes et même la maladie. Au travers de tous ces chapitres sont élaborées finalement toutes les injonctions négatives que l'on se crée quotidiennement et un peu le remède qui en découlerait selon vous. Alors par exemple, pour donner un aperçu très clair au lecteur, je vous propose, par exemple, d'aborder le chapitre de la confiance en soi et de donner une illustration. Par exemple, si je commence ma journée en déplorant mes faiblesses, mes échecs, mes erreurs, je risque d'avoir hâte de me coucher. Se lever du mauvais pied peut heureusement être rattrapé avant que mon esprit entier ne soit contaminé par des pensées dépressives. Je ne perds pas de temps. Dès que je m'aperçois que je rumine des idées négatives, je m'arrête. Et je prends conscience que je peux repartir sur de bonnes bases. Plus tôt je le ferai, plus vite ma journée redeviendra agréable. Et donc je décide, donc ça voilà, apparaît finalement la solution, si je puis dire, ou en tout cas comment on pourrait l'exprimer. C'est un médimantra. La proposition, voilà. Alors le médimantra, on pourra le définir après si vous voulez. Mais en fait, j'ai voulu construire ce livre sur le point de départ qui est donc une phrase qui commence invariablement par si aujourd'hui, point de suspension, et qui est vraiment ancrée dans la réalité. Parce que dire aux gens faites ci, faites ça et tout va bien aller, ça fonctionne pas très bien, faut être honnête. Nos patients arrivent avec des problématiques qui sont réelles, des souffrances, des larmes, des crises d'anxiété, etc. Et on peut pas leur dire faites 3 mantras de méditation et ça y est, votre histoire, vous êtes libre d'être heureux. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis c'est presque une insulte à la réalité de leur ressenti. Donc moi je pars de ça, je pars de ce que j'entends et de ce que je vis aussi, parce que je suis comme vous humaine, avec des émotions, avec des sentiments, avec des jours où c'est plus difficile que d'autres, etc. Donc nous partons de ça, d'une réalité. Ensuite, nous proposons un changement de vision, en fait. Nous proposons de nous déplacer et de regarder les choses autrement. Et ensuite, un médimantra. Alors un médimantra, qu'est-ce que c'est ? C'est une courte phrase qui évidemment fait penser aux mantras. Les mantras qui sont des textes courts à visée spirituelle et ritueliques, qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, et qui ont un pouvoir vibratoire de nous amener dans un état de conscience différent. Il y a des mantras qui sont dédiés à tous les dieux du Panthéon. Et puis bien sûr, ces mantras sont un peu des prières. Voilà. Donc un médimantra, pourquoi ? Parce que c'est une courte phrase qu'on utilise comme un mantra et sur laquelle on va pouvoir méditer. Elle va nous accompagner comme une infusion qui petit à petit va dissoudre en fait ces mauvaises pensées.
Alors si par exemple vous aviez commencé par hasard votre journée en déplorant vos faiblesses, vos échecs, vos erreurs et que vous avez hâte de vous coucher, vous pouvez décider dès maintenant, ici et maintenant, d'ouvrir les yeux sur les trésors qui sont à votre portée, tout d'abord à l'intérieur de vous. Si vous faisiez simplement une liste de 3 qualités qui vous ont permis de vous extirper de certaines situations difficiles par le passé. Ainsi, vous prendrez aisément conscience de votre résilience. Vous pouvez lui rendre grâce, car elle vous a permis de trouver la solution à de nombreux problèmes et de trouver la force de repartir du bon pied à chaque fois que la vie vous le demandait. Un nouveau cycle commence maintenant. Vous vous y engagez avec enthousiasme. Vous vous sentez prêt à recevoir avec joie les merveilleuses surprises que ce jour vous réserve. Donc le Midi Mantra correspondant que vous propose Anne-Catherine Sabas, à cet instant, je me fais confiance. Et oui. Et quand je dis je me fais confiance, moi j'associe très souvent la confiance en soi avec la confiance en l'autre et la confiance en la vie. Parce que si je me fais confiance, ça peut être simplement que je fais confiance en ma capacité à recevoir ce que la vie peut m'amener de bon. Même si je me trouve nulle et pas capable de je ne sais quoi, la vie me fait des cadeaux, la vie me propose des choses des fois agréables. Et il suffit juste que je reçoive ça, que je l'accepte. Je peux juste me faire confiance pour ça. Et si j'accepte de m'ouvrir à ça, ma journée va changer évidemment. Oui, c'est ça, vous avez employé le terme correspondant. Il y a une notion d'ouverture. Donc plutôt de se braquer, il y a voilà, une attitude d'abandon aussi, de la lâcher prise, où à un moment donné on met un genou à terre et on se dit finalement j'accepte ce qui est et peut-être que quelque chose va se passer de tout à fait étonnant. Et en général, quand on met un genou à terre, j'aime beaucoup cette image, quand on accepte de lâcher prise et donc de ne plus nourrir ses pensées, ses ressentiments, etc., on crée un espace en nous, ou quelque chose, où notre regard peut être attiré par autre chose. C'est souvent ce que je dis dans ce livre. Si vous changez votre regard de place, vous allez tout à coup vous apercevoir de quelque chose de merveilleux qui était toujours là, qui a toujours été là. Mais là, il sera peut-être temps de l'utiliser, de vous en servir. Alors, comment est né ce livre ? Je ne vous ai pas posé la question, mais comment est-il né ? Enfin, quelle était l'inspiration qui a précédé ce livre ? Alors, il a, comme le phénix d'ailleurs qui est en couverture, il a eu un début de vie, ce livre, avec beaucoup de transformations, beaucoup de mort-renaissance. En fait, je crois qu'il a commencé en novembre 2014, où j'ai commencé à écrire 1 ou 2 petits textes par-ci, par-là. Et ma première idée, c'était je vais en écrire 365 par jour. Et au même moment, une copine qui est un peu voyante et qui a des intuitions très intéressantes me disait, tu sais, j'avais déjà commencé à écrire, me disait, tu sais, tu devrais écrire un truc qui puisse aider les gens à changer leurs pensées avec des courts textes, etc. Alors moi, je lui ai répondu, formidable, je viens de commencer, merci pour ce petit clin d'œil de l'univers. Et j'en ai ensuite parlé à mon éditrice, on en est, je crois, au 6e livre aux éditions Bussière, donc c'est un partenariat... fructueux. Voilà, fructueux et en plus très agréable. Et en fait, on n'arrivait pas à trouver vraiment quelle forme donner à ça. Alors on réfléchissait toutes les deux, chacune de notre côté. Ça a été un peu laborieux et j'avoue que, moi je me disais, je vais laisser tomber, on ne trouve pas. Bon. Et puis finalement, le phénix est ressuscité, est sorti de ses cendres et nous avons eu donc cette idée de finalement définir une structure. Si aujourd'hui je décide que, et puis le Midi Mantra. Et à partir de ça, il a suffi de remplir les cases et de continuer à écrire des textes, et c'est quelque chose qui est assez facile pour moi. Voilà pour ce livre. Et donc il a été terminé quelques mois plus tard. Alors il y a une thématique qui nous touche tous et qui remet, du moins en apparence, cette possibilité d'être heureux, c'est l'adversité. Quand tout s'acharne contre nous, il est difficile parfois d'entrevoir cette fenêtre de lumière. Donc vous l'abordez aussi, vous abordez cette notion-là. Donc par exemple, on peut en prendre une illustration avec un de vos Midi Mantras. Par exemple, si vous ne parvenez pas
à vous entendre avec un membre de votre entourage. Vous déplorez que les relations soient parfois le théâtre de conflits violents. Vous avez tendance à généraliser et vous vous surprenez à penser que toutes les relations sont compliquées et douloureuses. L'enfer, c'est les autres. En fait, la vraie source de souffrance, c'est d'avoir des ennemis. Vos pensées destructrices à l'égard d'autrui sont un poison pour votre âme et votre santé en général. Vous le sentez, mais vous ne parvenez pourtant pas à faire taire les souffrances quand vous pensez au mal qu'on vous a infligé. Vous décidez alors de ne pas juger l'autre de manière aussi catégorique. En repensant avec honnêteté à certaines épreuves traversées par le passé, vous pouvez vous apercevoir que ceux qui vous sont apparus comme des ennemis se sont souvent avérés servir de manière puissante et très efficace à votre évolution. Finalement, vous pourriez considérer vos plus grands adversaires comme vos meilleurs maîtres. Vu sous cet angle, l'épreuve devient un entraînement vous permettant de révéler le meilleur de vous-même. Votre Mehdi mantra, toute circonstance, même la plus difficile, m'entraîne au meilleur. Et oui. Chaque fois que je relis ce texte, je me dis j'ai bien fait de l'écrire. Oui, parce que ce qui fait que quelqu'un est un adversaire, c'est bien sûr qu'on croit qu'il l'est. La vie, excusez-moi, la vie ne considère pas que le lion est l'adversaire de la gazelle. Ce sont juste deux facettes de ce grand tout qui est la nature. Il se trouve que l'une mange l'autre. Alors dans notre réalité d'humain, heureusement, on se mange moins souvent, quand même, heureusement, et encore, ça dépend peut-être des endroits. Mais, enfin, façon de parler, manger. Mais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va nous faire souffrir ? C'est qu'en général, il est venu faire quelque chose qui nous dérange, qu'on n'attendait pas, et on va juger quelqu'un en fonction de l'intensité de notre souffrance. Parce que je souffre beaucoup, j'en déduis que l'autre est vraiment un gros méchant. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est d'ailleurs la thématique du pardon, c'est pour ça que si moi je réussis à guérir et à changer le regard que j'ai sur ce qui m'est arrivé, évidemment, je vais pouvoir modifier le regard que j'ai sur la personne. Ne plus la rendre responsable. On cherche toujours un responsable. C'est très humain, ça. On veut trouver la cause, donc le responsable. Et donc, s'il y a un responsable, ça veut dire qu'il incarne le mal. Mais souvent, en effet, quand on regarde notre vie, on s'aperçoit que des portes qui se sont fermées à un moment donné nous ont amenés sur le bon chemin, que des gens qui nous ont déçus nous ont permis... J'avais une séance ce matin avec une de mes patientes qui a eu des grosses blessures d'amour, vraiment. Une femme qui d'ailleurs m'écoute peut-être ce soir, elle se reconnaîtra, qui a vraiment un cœur magnifique et qui donne beaucoup et ah là là, et elle a pas beaucoup reçu en fait, et elle a été désespérée je sais pas combien de fois, et là elle vient de rencontrer quelqu'un qui a l'air vraiment d'être un type merveilleux. Et je la voyais ce matin toute détendue, toute lumineuse, toute rayonnante, et je me disais, il y a encore quelques mois, elle n'aurait pas pu imaginer que ça pouvait arriver. Et elle s'accrochait encore à son ancienne relation qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et elle était vraiment malheureuse dans cette relation. Et là, avec le recul, elle peut dire mais oui, heureusement que l'autre m'a plaqué. Heureusement que l'autre est parti. Parce que sinon, je n'aurais pas rencontré cet homme-là. Alors vous qui avez une expérience de la perversité, enfin forcément en tant que psychothérapeute, mais vous avez quand même des connaissances assez précises sur le sujet puisque vous avez même écrit un livre en ce qui concerne les manipulateurs. Qu'est-ce qui fait, sans forcément parler des manipulateurs, mais en tout cas des relations toxiques, qu'on s'y accroche parfois fortement ? Il y a plein de choses. Ça mériterait encore une émission, tout ça, Roxane. Ce qu'on fait qu'on s'y accroche, il y a plein de raisons. La première, ça peut être l'injonction en fait inconsciente, enfin qu'on a enregistrée, qu'on ne pouvait pas quitter l'autre, ou qu'on ne pouvait pas rompre une relation, ou qu'on n'avait pas le droit de souffrir et de se plaindre. Il y a plein de choses comme ça qu'on entend. Moi, quand j'étais petite, j'entendais de la part de mon père, qui était un homme très, 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 très courageux, qui m'a appris beaucoup de choses, j'entendais il faut serrer les dents. Ça a valu d'ailleurs beaucoup de problèmes dentaires, entre parenthèses. Oui, absolument, parce que je pense que je les ai serrés un peu trop. On entend qu'il faut être stable, qu'il faut tenir bon, qu'il faut être courageux, qu'il ne faut pas se plaindre, qu'il ne faut pas pleurer, quand même, il y a des gens plus malheureux que nous, etc. Donc il y a toutes ces choses qui font qu'on va avoir du mal à quitter l'autre. Je me souviens d'un patient qui avait été traité par ses parents d'instable.
parce qu'il avait un hobby, il en changeait, bon, voilà, comme on fait souvent quand on est adolescent. Et ça l'avait tellement traumatisé que pour lui, l'objectif numéro 1 de sa vie, c'était de rester stable. Donc il était resté 10 ans avec une femme avec qui il était extrêmement malheureux. Parallèlement, il était resté 15 ans dans une entreprise où il était extrêmement malheureux aussi. Et un jour, il a osé remettre ça en question. Et il s'est dit, mais ce n'est pas être instable que de sauver sa peau et que de prendre soin de soi. Donc voilà. Donc ça, ce sont des exemples. Il y a d'autres exemples aussi. Après, il faut voir de quelle relation toxique on parle. Quand il s'agit de parents, c'est très très compliqué. Il y a des enfants qui aiment leurs parents, qui les ont violés, battus, rejetés, parce que c'est inscrit en nous, l'amour de nos parents. C'est aussi un gage de survie. Absolument, c'est pour ça. Au niveau archaïque, votre cerveau vous dit, vous êtes dépendant de vos parents. C'est même plus loin, je pense que c'est même inscrit dans nos cellules. Nos cellules, elles savent que c'était un spermatozoïde de cet homme-là et un ovule de cette femme-là. Et donc il y a quelque part un attachement profond inscrit, etc. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu des choses abominables de la part de leurs parents et qui continuent à les aimer. Donc vous voyez, il peut y avoir plein de raisons. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui se sentent justement tellement mal avec eux-mêmes et qui n'ont tellement pas confiance en eux que la relation avec quelqu'un de toxique va au moins leur permettre de se sentir exister, d'avoir l'impression qu'on s'intéresse à eux. L'autre me fait la guerre, donc ça veut dire que j'existe. Et ça, c'est terrible. Oui, parce que ce sont des gens qui ont probablement eu une enfance difficile, conflictuelle. Oui. Il y a aussi des gens, c'est pour ça que c'est compliqué de généraliser. Il y a aussi des gens qui ont eu une enfance facile, aimante, ils ont été bien entourés, avec des parents équilibrés, etc. Et qui justement n'ont pas d'expérience de l'adversité. Donc ils ne vont pas la reconnaître, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas développé leur sixième sens, si vous voulez. En général, et c'est au moins l'avantage, c'est que quand on a fait l'expérience d'une relation vraiment, vraiment toxique, et qu'on l'a comprise et qu'on a réussi à s'en sortir, après on les repère. On repère ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas. Ça donne une espèce de vaccination contre les jeux psychologiques. Alors, ce qui peut nous amener au chapitre des relations, vous en parlez également. Donc, par exemple, on pourrait prendre ce midi-mantra-là. Je construis les relations qui me conviennent, qui en écho avec ce qu'on venait de dire. Effectivement, les relations, c'est quand même une thématique qui nous concerne tous et puis qui nous met un peu dans une forme d'instabilité, d'insécurité parfois, au niveau de l'amour. On voit le nombre de couples qui éclatent, la difficulté relationnelle qui est extrêmement présente aujourd'hui. Donc, par exemple, vous dites cela. Si vous vous trouvez aujourd'hui confronté à l'émergence de nouvelles relations dans votre vie, vous êtes peut-être en proie à l'inquiétude. Faire un pas dans l'inconnu n'est pas aisé. Vous avez peut-être été souvent blessé par le passé et la perspective d'ouvrir votre cœur à nouveau vous semble dangereuse. Et si vous étiez à nouveau déçu, trahi, maltraité même, c'est un risque, en effet. Cette simple idée fige tous vos désirs, pourtant sincères, de communiquer avec l'autre. Vous décidez alors d'inaugurer une nouvelle façon d'être en relation, à votre rythme, en douceur, en trouvant le moyen de concilier les élans de votre cœur et les dictats de votre raison. Vous tentez peu à peu, en respectant vos inquiétudes, de vous rapprocher de l'équilibre afin de ne rien figer ni rejeter. Vous laissez le mouvement s'installer progressivement en vous, entre les peurs et les envies. Vous réfléchissez, vous négociez, vous écoutez avec attention toutes ces petites voix qui ont besoin d'être reconnues en vous et respectées l'une après l'autre. Peu à peu, vous parvenez à faire communiquer vos envies de donner et votre besoin de recevoir, vos idéaux et la réalité. Vous ne rejetez rien et finalement vous réussissez pas à pas à vous ouvrir à l'autre et ainsi découvrir la réalité de ses qualités, le rencontrer tel qu'il est. Donc le midi-mantra correspondant est le suivant. Je construis les relations qui me conviennent. Oui, et j'aurais peut-être dû ajouter et au rythme qui me convient. Je vois beaucoup de gens qui, je pense à certains en particulier, qui sont tristes, qui ont des vies très difficiles tout simplement parce qu'ils sont seuls.
La solitude, on ne pense pas assez à ça, c'est quelque chose de terrible. Hein. On n'est pas fait pour vivre seul. C'est important d'avoir des moments de solitude pour se retrouver avec soi-même, mais ça ne suffit pas. Et beaucoup d'états anxieux, dépressifs, etc. viennent du fait que la personne n'a jamais, ou presque jamais, un tiers, un vis-à-vis qui va lui permettre de sortir de ces mauvais schémas. Tout simplement de se changer les idées, hein, disons-le de manière très prosaïque. Et pourquoi ces gens sont seuls ? Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont peur des autres. Une dame me disait hier, je crois, que c'était quand même compliqué de rencontrer du monde et qu'elle ne voulait pas s'inscrire sur un site de rencontre et elle aurait aussi besoin de se faire des amis femmes, mais comment faire ? Et elle n'avait pas le temps, elle travaille beaucoup. Et en fait, ce qui a été élaboré tout au long de cette séance, c'est que si elle acceptait d'être dans une attitude d'ouverture, justement, il y a des choses qui pouvaient se passer. Elle pouvait devenir copine avec sa boulangère, elle pouvait rencontrer quelqu'un dans son ascenseur. C'est vraiment une démarche intérieure d'ouverture, hein, de se mettre dans cet état de confiance et de disponibilité, c'est-à-dire d'arrêter de croire que le monde est menaçant et que le monde me dérange. Hein. Le monde peut tout à fait m'offrir des belles rencontres. Et après, bien sûr, il faudra les nourrir. Mais ça passe en effet par l'ouverture et la confiance. Et c'est en cela que ce livre est intéressant au niveau des suggestions finalement, parce que toute notre vie est faite de croyances. Oui, j'étais partie au départ sur une version du livre très philosophique et très spirituelle et très qui planait un petit peu. Et ça fait partie des questionnements que nous avons eus avec Anne-Laure Lidec des éditions Bussière. Comment rendre ce livre vraiment utile ? Et donc repartir de choses concrètes et quelles suggestions concrètes on peut amener. Nous allons aborder la première page promotionnelle. Avec nous aujourd'hui, Anne-Catherine Sabas, psychothérapeute, sophrologue et auteure d'une vingtaine de livres, d'ailleurs 20 livres, puisque nous vous présentons le 20e aujourd'hui. Je vous rappelle le titre de cet ouvrage, Le pouvoir d'être heureux, paru aux éditions Bussière. Je vous donne un numéro de téléphone pour contacter Anne-Catherine Sabas, le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Un site internet également, Anne- c'est le tiret de la touche 6 de votre clavier, Catherine-Sabas, sabas.com, Anne-Catherine-Sabas.com. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, je vous la donne tout de suite. Elle sera présente au salon Elle se livre, un salon de littérature belge à Braine-l'Alleud, le 5 et le 6 mars prochain, près de Waterloo. Un salon qui est réservé aux auteurs féminins, avec cette année particulièrement un objectif humanitaire pour permettre aux enfants brésiliens d'avoir accès à la scolarisation. Durant ce salon, Anne-Catherine y animera 2 conférences. Donc une conférence aura lieu le 5 mars sur la thématique Femmes et sur tous les fronts, comment ne pas perdre son âme chaque jour. Et puis la deuxième conférence aura lieu le 6 mars sur la thématique suivante, redécouvrir notre cœur de mère pour guérir l'humanité. Le 10 avril, Anne-Catherine Sabas et Isabelle Augmar vous proposent un atelier thérapeutique nommé Les Journées musicales alchimiques à Bagnolet dans le 93. Et elles vous proposeront toutes deux des outils pour favoriser l'émergence de l'être. Un petit mot, Anne-Catherine, sur cet atelier ? Alors c'est le premier atelier que je vais animer avec Isabelle. Isabelle est une thérapeute exceptionnelle. Je lui fais toujours la pub. D'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi des informations la concernant sur mon site.
il faut aller à la rubrique cabinet Fontenay-sous-Bois, je crois, et vous verrez la liste de tous les thérapeutes qui travaillent avec moi. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir tous parce qu'ils sont vraiment bien, chacun dans leur domaine. Isabelle travaille avec les vibrations thérapeutiques. Les vibrations thérapeutiques, ce sont des sons qui ont la particularité d'être accordés à notre ADN, à certaines fréquences de notre être, et donc d'aller dénouer des choses profondes, des mémoires, des traumas, etc. Et en plus, c'est très agréable parce qu'elle officie avec des instruments. Alors, les bols tibétains, tout le monde connaît. Il y a des bols de cristal, mais il y a aussi des carillons, des instruments magnifiques, dont un petit truc noir où il y a des bouts de météorites dedans, enfin des choses qui sont magnifiques. Et nous allons donc utiliser pendant cet atelier les vibrations de ces instruments, ma voix, et puis probablement quelques mantras, puisqu'on est dans l'année des mantras. Oui, parce que vous chantez également. Oui. Enfin, en ce moment, j'ai pas tellement le temps, mais ça fait partie, oui, des choses que j'aime faire. Et bien voilà, vous savez tout. Alors Anne-Catherine, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette notion d'écoute de soi, parce que c'est quelque chose que j'ai relevé dans le petit passage que je vous ai lu avant la première page promotionnelle, quand vous dites, en parlant du Medimotra, je construis les relations qui me conviennent, enfin sur ce chapitre des relations, vous dites, j'écoute avec attention toutes ces petites voix qui ont besoin d'être reconnues en moi et respectées l'une après l'autre. Alors c'est vrai que la difficulté pour nous, c'est quand même de s'unifier, de se réunifier à travers tous ces paradoxes, des fois ces contradictions. Donc qu'est-ce que ça veut dire, écouter justement cette diversité ? Alors écouter, ça ne veut pas forcément dire obéir déjà, parce qu'il y a des fois des voix en nous qui sont vraiment très opposés au mouvement d'ensemble, mais il va être question d'en tenir compte. Dans cette page que vous avez citée, Roxane, il est question d'ouverture, d'aller nous donner l'occasion, finalement, excusez-moi, de tisser des relations ou de les laisser se tisser et le faire à notre rythme. C'est-à-dire pouvoir respecter. Et c'est normal que quand il s'agit de démarrer une nouvelle relation, de faire connaissance avec quelqu'un, quel que soit d'ailleurs le domaine, ça peut être un nouveau collègue, ça peut être une nouvelle voisine, ça peut être votre frère ou votre sœur qui se remarie et qui vous présente son nouveau conjoint, etc., etc. Donc laisser rentrer finalement des nouveaux individus dans notre cercle intime, ça se fait selon un certain rythme. Et je pense que c'est important de respecter ça. Donc s'écouter dans ces moments-là, c'est quoi ? C'est pouvoir écouter à quel rythme on a envie de le faire. Parce que si on ne le fait pas, on risque d'avoir un retour de bâton. On voit ça souvent dans le début des histoires amoureuses. On s'engage à fond, ça y est, je veux le voir, je veux la voir, tout le temps. Et puis au bout de quelques semaines, il y a une espèce de marche arrière parce qu'on se rend compte qu'on est en train de se perdre et qu'on s'est déséquilibré. Donc plutôt que d'arriver à ces espèces de mouvements extrêmement hachés, brusques et pour le coup instables, il serait plutôt, à mon avis, intéressant de pouvoir s'entendre avec soi-même, s'écouter suffisamment pour pouvoir dire, bon ben voilà, là j'ai en effet envie de faire un pas vers telle personne, vers telle chose, mais en même temps, j'ai pas envie de me décentrer complètement de moi. Je vais pas me lancer à fond dans quelque chose là, et puis après faire marche arrière parce que je vais avoir besoin de me retrouver. Pour ne pas avoir besoin de se retrouver, il suffit simplement de ne pas s'être perdu, en fait. C'est ça, s'écouter. Et même si on est confronté à la perte, puisqu'il y a une notion qui est fortement imbriquée à celle des relations, enfin qui compose les relations, c'est la possibilité d'être déçu. Un chapitre que vous abordez également à travers les déceptions. Donc par exemple, on peut prendre cette illustration. Si aujourd'hui, les attitudes de vos proches vous déçoivent, c'est peut-être parce que vous les avez trop pris en charge. Dans votre souci de leur être utile, de les voir s'épanouir, vous avez élaboré les projets les concernant et vous avez imaginé être autorisé à prendre des décisions à leur place. En fait, il n'en est rien. Vous n'êtes pas responsable ni de leurs choix ni de leurs erreurs. Et eux seuls devront assumer les conséquences de leurs actes. Vous décidez de laisser ceux que vous aimez choisir le chemin qu'ils emprunteront, même si cela risque de vous éloigner d'eux. Vous avez suffisamment de décisions à prendre dans votre vie, vous concernant,
pour ne pas vous charger des fardeaux des autres. Chacun doit être autonome pour ne pas peser sur autrui. Vous vous concentrez sur vous-même et vous arrêtez de vouloir convaincre ou influencer autrui. Votre Medi-mantra: en me libérant de mes attentes vis-à-vis des autres, je retrouve mon espace. Alors ça, c'est quand même assez vaste, hein, les attentes. C'est compliqué. Elles sont infinies, les attentes. C'est ça le problème. Alors comment on commence avec ce Medi-mantra, effectivement, mais comment justement concilier ses besoins, puisque nous avons des besoins, les reconnaître, et en même temps ne pas être toujours dans l'attente et donc dans la dépendance vis-à-vis de l'autre. Je crois, vous savez, que il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas amener de solution infaillible. Et il s'agit simplement de prendre conscience. C'est un peu ce que je propose d'ailleurs dans ce livre. Regarder la situation sous un autre angle et accepter finalement que vos pensées obsolètes, en tout cas vos pensées douloureuses et inutiles et dont vous avez fait le tour, puissent se dissoudre petit à petit pour laisser la place à autre chose. Et pour les attentes, c'est la même chose. Simplement, déjà, dans un premier temps, prendre conscience. Conscience et confiance. Du coup, c'est intéressant, mon lapsus. Prendre confiance, oui, en la possibilité que quelque chose d'autre émerge. Et puis, prendre conscience du fait que nous avions des attentes et que nous avions peut-être trop d'attentes et que c'est pour ça que nous sommes déçus. Hein? Alors vivre sans attente, c'est toujours un sujet très intéressant, ça. Le renoncement, tout ça. Vous savez que moi, je l'ai déjà dit à l'antenne, je suis pas super portée vers le renoncement. c'est pas vraiment ma nature. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre, parce que je veux faire des choses et j'aime ça, etc. C'est très dynamisant. Mais la réalité, c'est que chaque fois que nous avons des attentes, nous nous exposons à être déçus. Et plus nous avons d'attentes, plus nous risquons d'être déçus. Et finalement, la première personne envers qui nous pouvons avoir des attentes, c'est nous-mêmes. Parce que avoir des attentes envers les autres, c'est quelque part tenter de prendre un pouvoir sur eux. On ne peut pas forcer les autres à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. On le voit beaucoup chez les parents qui se retrouvent avec des adolescents qui prennent des décisions effroyables concernant leur scolarité, par exemple. Et j'ai plein de cas autour de moi de parents qui ont été désespérés de voir que leurs enfants enchaînaient échec sur échec pendant 2-3 ans, et puis à un moment donné ils ont lâché prise parce que de toute façon ils ne pouvaient pas les forcer à aller en fac ou quoi que ce soit. Et puis tout à coup, alors le miracle ne se produit pas chaque fois, il faut quand même le rappeler, mais souvent il se produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne a fait le tour de ses échecs, elle a touché le fond, et là, quelque chose se passe, elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle se prenne en charge. Voilà. Et tant qu'elle ne s'en est pas rendu compte elle-même, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein, c'est d'ailleurs valable en thérapie. Des fois, on essaie de suggérer, parce que évidemment que quelque part dans un coin, j'ai des attentes pour mes patients, j'ai envie qu'ils aillent mieux, mais c'est pas toujours le moment. Hein, ils ont peut-être besoin d'aller patauger dans des choses pendant longtemps pour arriver à trouver la sortie eux-mêmes. C'est eux qui doivent la trouver. Et donc un Medi-mantra qui pourrait être corrélé à ce qu'on est en train de dire, c'est celui-là: je reconnais l'amour qu'on me porte, même s'il est exprimé imparfaitement. Alors là, c'est pour le cas où on attend, en effet, que l'autre nous témoigne de l'amour d'une certaine façon. Et l'autre ne nous le témoigne pas forcément comme on en aurait besoin ou envie. Mais ça, est-ce que c'est pas la résurgence finalement d'un manque énorme qui a eu lieu dans l'enfance? Enfin, quand on est comme ça en attente d'une manière un peu incommensurable d'un amour d'un autre à l'âge adulte, est-ce que non, c'est trop synthétique de dire que ça dépend d'un manque colossal qui a eu lieu dans l'enfance? Alors c'est souvent vrai ce que vous dites, mais la plupart des psychanalystes, bien sûr, mais pas que, considèrent que nous avons tous en nous portons tous en nous la nostalgie d'un paradis perdu. Alors certains vont dire que c'est le ventre de la mer, qui, je l'ai déjà dit ici, parfois n'était pas du tout un paradis, il faut l'avouer. Hein, mais en tout cas, c'est un état de fusion. Voilà. Qu'on ait été bien dans le ventre de notre mère ou pas, c'est un état de fusion avec l'autre. Fusion avec évidemment les émotions, avec ce qu'a mangé notre mère, avec les bruits ambiants, etc. Et ce ventre-là nous renvoie à la fusion avec le grand tout. Hein, alors, la Bible nous raconte qu'avant la chute, avant
qu'Ève croque la pomme et la fasse croquer à Adam, ils se promenaient tous les deux tout nus dans le jardin d'Éden et que tout était formidable et que les serpents étaient tout à fait gentils. Puis à un moment donné, le péché est rentré, etc. Et en fait, nous recherchons tous cet état de complétude. C'est peut-être ça le bonheur finalement qu'on recherche, hein, cet état d'unité totale où nous flottons dans la béatitude. J'en rajoute un peu là, mais je pense que c'est avant l'enfance que ça se passe, hein. C'est longtemps avant l'enfance. Ça c'est ma croyance, cet état moi je dirais d'union avec Dieu. Certains diront de dépendance totale. Avant qu'on soit né, on n'a pas à se préoccuper d'avoir un boulot, de faire nos courses, etc. Alors après, pourquoi on recherche cet amour ? On le recherche parce qu'on veut retrouver ça, hein. Et tout notre cheminement va être des faits de deuil successifs, de pouvoir comprendre qu'une personne ne pourra jamais nous amener tout ça. Jamais, jamais, jamais. Et moi, ce que je pense, c'est que nous avons la chance d'être beaucoup sur cette planète et nous avons la chance de pouvoir aimer, pas forcément au sens amoureux de couple, hein, mais de pouvoir aimer et être aimé par plusieurs personnes. Hein, parce que c'est tout ça qui nous comble. C'est notre conjoint, c'est nos enfants, c'est nos amis, c'est notre famille, c'est nos collègues, etc. Et c'est ça qui fait que on va pouvoir se sentir bien, en fait. Pour vous, aujourd'hui, il est plus important d'aimer ou d'être aimé ? Je crois que le plus important, c'est d'aimer. Parce que si on n'aime pas, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur si on n'aime pas ? Eh ben, on déteste. Si on n'aime pas, on est dans des émotions douloureuses, négatives. Hein, s'il n'y a pas d'amour en nous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la... Peut-on recevoir l'amour si on n'est pas capable de le donner ? C'est difficile, hein. Mais je pense que c'est en effet plus sain d'aimer, parce que si on aime, on baigne dans des bonnes émotions, dans des beaux sentiments, et rien que ça, c'est très bon pour la santé, hein, et c'est bon pour nos humeurs, évidemment. Alors que, comme vous disiez tout à l'heure, on peut être aimé et ne pas le voir et ne pas pouvoir le recevoir, parce qu'on ne s'aime pas soi-même, hein. Tout commence toujours de là, hein. Si je m'aime, je peux recevoir l'amour que les autres me portent. Et quand vous parliez tout à l'heure de cette nostalgie d'un paradis perdu, peut-être qu'on pourrait aller comme ça, un peu voguer loin et se dire que finalement, si derrière ce paradis perdu, on met cette notion d'unité, donc pour certains, ça sera une notion ésotérique, donc une notion peut-être même parfois religieuse, puisque c'est un état de béatitude, comme vous le disiez, d'unité totale, peut-être qu'il peut y avoir une forme de, comment dirais-je, une forme de colère vis-à-vis de la perdition de cet état. Et donc, du coup, une envie foudroyante de le retrouver, mais en même temps, une incapacité à le retrouver due à cette frustration gigantesque. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas quoi rajouter, en fait. Je vais réfléchir 2 secondes. Oui, parce que justement, l'unité, c'est quoi ? L'unité, c'est d'abord en nous, hein, que nous devons la construire. Et si nous sommes en colère, nous ne sommes pas dans l'unité. Et c'est pour ça que j'aimais bien votre expression tout à l'heure de mettre un genou à terre, qui évoque d'ailleurs une attitude religieuse, hein. Quand on prie, on se met à genoux. C'est pas un hasard. Quand on se met à genoux, déjà, on descend un petit peu de notre orgueil et on redescend vers soi et vers son cœur, hein. Et donc ce lâcher prise et cet abandon qui nous permettent d'aller faire la paix, hein, à l'intérieur de nous et oui, de déposer les armes. C'est à l'intérieur de nous que nous devons trouver tout ça. Si nous sommes en colère parce que nous ne le trouvons pas, nous continuons à générer de la colère et de la division, hein. Et à un moment donné, il faut accepter d'aller sentir quelque chose. Et en général, si on accepte d'aller sentir quelque chose, à un moment donné, ça s'apaise. Alors Anne-Catherine, vous aviez envie aussi d'envoyer un petit message à nos auditeurs, puisque vous avez choisi un morceau de Sinsé-Milian, Tout le bonheur du monde, hein, qu'on connaît quand même, qui est passé sur les ondes assez régulièrement. Donc je vous propose qu'on l'écoute, hein, qu'on fasse une petite pause. Un petit peu de légèreté, voilà. Hein.
souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Je suis avec Anne-Catherine Sabas qui est venue nous parler du pouvoir d'être heureux. Un livre paru aux éditions Bussière, Renaître au bonheur chaque jour. Anne-Catherine Sabas qui est, je vous le rappelle, psychothérapeute, qui donne des consultations en cabinet privé et qui utilise divers outils. Donc nous parlions des attentes, on a dévié sur l'amour forcément. Et puis ça nous amène à une attente qu'on peut avoir, enfin en tout cas que vous nous suggérez, celle-ci, la magie est imprévisible, je m'y attends. Oui, tout à fait, il faut s'attendre à la magie, parce que la magie nous attend. Voilà, donc si aujourd'hui vous faites un bilan négatif de votre vie, il est temps de reconsidérer les critères sur lesquels vous vous êtes basé. Chaque expérience dépend de la façon dont on la considère et le filtre de nos croyances peut être merveilleux comme sinistre. Quel est mon présupposé ? Le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Se pourrait-il que la vie ait des cadeaux en réserve pour moi, même si je ne les ai pas encore découverts ? Vous décidez de croire en la magie de la vie. Même dans les périodes difficiles, les opportunités peuvent survenir, la chance frapper à ma porte, au moment où vous ne vous y attendez pas. Les miracles existent et vous pouvez en recenser quelques-uns dans votre histoire. Afin de développer votre foi, vous vous remémorez ces instants magiques de votre passé où la chance a tourné, où votre ange gardien est venu se manifester. Ainsi, vous pourriez plus facilement reconnaître votre action dans votre quotidien. Donc le Midi Mantra est le suivant: la magie est imprévisible, je m'y attends.
C'est ce qu'on vous propose avec Anne-Catherine, puisque nous avons concocté un petit jeu pour vous laisser surprendre et vous tenter cette expérience avec vous, des synchronicités qui ont été évoquées notamment par Jung, il me semble. Donc voilà, si vous aviez une problématique, un questionnement, une difficulté, peu importe, sur tous les sujets qu'on a évoqués et qui sont inscrits dans ce livre, donc sur le surmenage, les relations, la confiance, l'anxiété, l'adversité, le plaisir, la douleur, les déceptions, le soutien extérieur, la dépression, le découragement, la confiance en soi, le deuil, le manque, les doutes, la maladie, par exemple. Enfin, si vous aviez vraiment une situation qui vous tient à cœur, ou un état, tout simplement un état d'être, que vous aimeriez solutionner, ou en tout cas pouvoir avoir un petit éclairage, eh bien, on vous propose de le faire dès à présent, en ouvrant les standards et en vous laissant guider, en faisant finalement, en étant attentif à votre intuition, et puis à la force de l'inconscient, puisque nous sommes reliés d'inconscient à inconscient. L'inconscient, c'est tout. Et Anne-Catherine va ouvrir l'ouvrage qu'elle a écrit, et puis vous lire le Midi Mantra correspondant. Donc voilà. C'est... Oui, moi je trouve votre idée absolument géniale. Voilà. Bon, alors on va faire ça. Donc nous ouvrons les standards. Vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Évoquer votre problématique, simplement votre nom, vous concentrer sur l'instant, et puis Anne-Catherine vous délivrera le message qui vous est peut-être destiné. Ici et maintenant, 95.2, nous avons Martine avec nous. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir. Alors, moi je vous appelle. Oui. Allez-y, je vous écoute Martine. Moi je vous appelle parce que j'ai des soucis. J'écoutais ce que vous disiez
j'ai personne qui me tend la main, je n'ai pas d'amour pour personne, je suis seule, comme vous disiez, la solitude est la chose, je ne sais pas comment m'en sortir. D'accord. Alors, tout d'abord, Martine, je vous remercie de votre confiance, parce que comme Roxane l'a expliqué tout à l'heure, nous faisons là quelque chose qui est un petit peu original, puisque moi, je ne suis pas sur Radio Ici Maintenant en tant que voyante, là, mais en tant qu'auteur d'un livre, et donc notre proposition, c'est que je vais donc ouvrir ce livre au hasard et vous délivrer le message qui est là sous mes yeux. Et ça me permet juste de rajouter aussi deux choses. La première, vous disiez que vous n'avez d'amour pour personne, et je crois que vous avez suffisamment d'amour pour vous-même déjà pour avoir fait cette démarche de nous appeler. Et c'est important que vous en soyez consciente. Mais j'ai des soucis de santé surtout, et ça c'est extrêmement dur à gérer. Alors, ce que je vous propose, je vais choisir une page pour vous, je vais vous la lire. Ce que je vous propose vraiment, c'est d'ouvrir grand vos oreilles et votre cœur, éventuellement de noter, il y a peut-être des mots qui vous parleront plus, et de les utiliser vraiment comme quelque chose de magique, parce que quelque chose dans notre vie est magique à partir du moment où on le conçoit comme tel et où on s'en sert comme ça. De vous y raccrocher et de les prendre, ils sont pour vous. Voilà. Si aujourd'hui rien ne me semble fonctionner de la manière prévue, je flotte et je me sens impuissante. Je tourne en rond, désœuvrée, ne sachant pas par quel bout prendre les choses, ni de quelle façon venir à bout de mon problème. Je suis indécise, démotivée, et un tel état d'esprit ne m'aide pas à affronter mes difficultés avec efficacité. Je décide de commencer par le début, moi-même, car c'est à l'intérieur de moi que je dois réveiller la motivation ou le désir qui me fait défaut. Je respire calmement, régulièrement, et je prends peu à peu conscience de mon corps entier. Je me reconnecte à mes sensations, jusqu'à ce que je sente mon esprit habiter mon corps. Puis, une impression de densité finit par émerger. Et, avec elle, la conscience de ma force et de l'intensité de l'énergie qui m'habite. Mon Medi-mantra, je peux trouver la solution dont j'ai besoin. Voilà, Martine. Et moi, je rajoute que je vous souhaite vraiment de réussir à rentrer en contact avec cette énergie qui est en vous. Vous avez parlé de maladie tout à l'heure. Oui, j'ai beaucoup de mal, oui. Voilà. Allez la chercher jusqu'à ce que vous puissiez la sentir bien vibrante en vous. Merci beaucoup. Voilà, Martine. Merci. Merci, Martine. Au revoir. Belle soirée à vous. Bon, alors si vous avez envie de participer encore à cette expérience, le standard est ouvert. Si vous avez également des questions, bien sûr, des questions pour Anne-Catherine de tout ordre, que ce soit la psychothérapie, d'ordre général, vous avez compris qu'elle est très curieuse. N'hésitez pas à nous appeler au 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. En attendant, nous allons aborder la deuxième page promotionnelle. Anne-Catherine Sabas est avec nous aujourd'hui, psychothérapeute, auteure d'une vingtaine d'ouvrages, dont Le pouvoir d'être heureux, que vous retrouvez aux éditions Bussière. Renaître au bonheur à chaque jour. Un numéro de téléphone pour la contacter. Je prends les appels dans quelques secondes. Le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Un site internet également, Anne-Catherine-Sabas.com. Anne-Catherine-Sabas.com. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, elle sera présente en Belgique le 5 et le 6 mars prochain au salon Elle se livre, un salon de littérature belge à Braine-l'Alleud, près de Waterloo. Un salon réservé aux auteurs féminins avec cette particularité d'être à visée humanitaire cette année pour permettre aux enfants brésiliens d'avoir accès à la scolarisation. Donc dans ce salon, elle vous proposera 2 conférences. Une première le 5 mars
mars, donc sur la thématique de la femme et sur tous les fronts, comment ne pas perdre son âme chaque jour. Et puis une deuxième conférence aura lieu, une conférence intitulée « Redécouvrir notre cœur de mère pour guérir l'humanité ». Le 10 avril, Anne-Catherine Sabas s'allie avec Isabelle Augmar pour les journées musicales alchimiques, un atelier thérapeutique à Bagnolet, dans le 93. Elles vous proposeront des outils pour favoriser l'émergence de l'être, un atelier qui se veut musicalement thérapeutique. Alors, je rappelle que les standards sont ouverts si vous avez envie d'intervenir et de participer à ce petit jeu, comme Martine l'a fait avec beaucoup de courage. Simplement, donnez votre prénom, pensez à une situation qui vous tient à cœur, qui vous perturbe un peu, je ne sais pas, en tout cas avec laquelle vous ne sentez pas en paix. Et puis, Anne-Catherine fera confiance à son intuition et à la vôtre pour ouvrir ce petit livre dont on vous parle durant cette émission, Le pouvoir d'être heureux, et peut-être vous donner un petit éclairage sur ce que vous pourriez décider dès aujourd'hui. Le 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20 et nous accueillons Thierry. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Anne-Catherine, bonsoir Roxane. Bonsoir. Alors, je souhaitais vous dire que vous avez dit quelque chose qui a bien résonné en moi. Oui. Je tenais à le ressouligner avant de vous parler de mon sujet. D'accord. C'est le fait de se dire effectivement, quand on va pas bien, qu'on s'est relevé déjà 1000 fois. Et oui. Et qu'on retombera encore une fois on retombera certainement, mais on se relèvera aussi grâce à nos qualités. Et effectivement, on a plutôt tendance à additionner les choses qui ne se sont pas bien passées ou pas passées comme on l'avait espéré ou prévu. Alors que c'est tellement simple d'additionner aussi notre force, ce qui nous a sorti des moments un petit peu douloureux. Oui. C'est vrai que j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Au lieu de faire des additions dans
dans les choses qui nous ont blessés, faire des additions aussi dans notre fierté d'être et dans nos fiertés de penser, d'agir, d'action et de cœur. Tout à fait. Et ça m'amène à partager avec vous et puis avec les auditeurs aussi un petit exercice que je propose parfois à certains patients. C'est un coach qui m'avait suggéré ça. C'était de faire la liste de 50 choses dont vous êtes fiers. Alors au départ, 50, ça semble énorme. On se dit, mais jamais je vais trouver 50. Alors on commence par 5. Moi, je propose aux patients en fonction de leur capacité. Je dis, trouvez 5 choses. Et ça peut être, je suis fière d'avoir réussi à finir ma vaisselle hier soir alors que j'étais crevée et que j'avais vraiment envie d'aller me coucher. Et ça peut être, je suis fière d'avoir réussi à guérir de telle maladie ou à vous voyez, des enjeux beaucoup plus importants. Et en fait, quand on commence à faire ça, moi, quand je l'ai fait au début, j'avais un peu de mal. Et puis, au bout d'un moment, je me réveillais la nuit parce que je me disais, ah oui, puis tiens, j'ai oublié ça. Et je me suis retrouvée avec 112 choses dont j'étais fière. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai arrêté. J'ai une bonne image de moi. Maintenant, ça va. Voilà, c'est un petit truc qu'on peut faire aussi de temps en temps, pour apprendre à regarder nos qualités et regarder nos forces plutôt que les choses dont on n'est pas satisfait. Oui, et finalement, c'est vrai, c'est possible. On pourrait peut-être tous écrire un livre. Mais bien sur sûr. nos qualités. Mais bien sûr, bien sûr. Alors que sans penser comme ça, on est capable d'écrire un livre plutôt sur tout ce qui s'est passé de blessant. Mais effectivement, on pourrait tous écrire un livre sur nos qualités. Voilà, je voulais juste effectivement souligner cette résilience qu'on a eue 1000 fois et dont parfois on n'a plus confiance, alors qu'il suffit juste de s'en rappeler. J'ai trouvé ça très 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 juste. Même si on ne sait pas comment ça va fonctionner, parfois on ne sait pas comment on va réussir à se sortir de telle ou telle chose. Voilà, mais faisons confiance. Sinon, le petit sujet dont je souhaitais partager avec vous. Oui. Alors en fait, j'ai été très 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 amoureux d'une fille qui était apparemment très 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 amoureuse de moi aussi, vu qu'elle me parlait de mariage, tout ça. Et puis sa vie étant pas facile, il y a eu un petit peu pas de distance, mais au fur et à mesure un écartement, parce que moi j'ai senti que ça me faisait souffrir de voir qu'éventuellement au fur et à mesure du temps on avait peut-être d'autres projections, ou du moins qu'elle se voyait plus vivre avec quelqu'un chez elle, alors qu'à l'origine toutes les pensées allaient dans ce sens-là. Mais ces aventures personnelles ont fait que ça l'a écarté, je pense, un petit peu de moi, de sa confiance en elle, de la confiance en nous, ce qu'on pouvait faire. Là, c'est terminé depuis le mois de mai l'année dernière. Mais c'est vrai que dans un premier temps, j'ai senti, comme vous en avez parlé, un petit peu de rancœur. Oui. Même pas un petit peu, j'ai senti de la rancœur par rapport à quelque chose qui pouvait être beau, parce que j'estimais que j'avais vraiment plein de choses à partager, à donner, à offrir. C'est la première personne avec qui je me voyais papier et mamie, quoi. Donc c'était assez important quand même pour moi. Et du coup, aujourd'hui, dans le stade actuel, j'ai réussi naturellement à rentrer dans de la belle projection vis-à-vis d'elle. Mais par contre, j'ai du mal, alors il n'y a plus rien entre nous, mais j'ai du mal à m'en écarter complètement, quoi. C'est vrai que j'imagine à reconstruire avec quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez un peu au point mort. Et à reconstruire peut-être une autre histoire avec quelqu'un d'autre. Oui, pour l'instant, du coup, le sujet n'y est pas. D'accord. Alors que ça commence à faire quand même quelques mois que c'est terminé, depuis le mois de mai l'année dernière. Alors, Thierry, je me permets de vous interrompre un petit peu parce que ce que je vais vous proposer, c'est bien sûr pas, nous n'avons pas le temps là de vous donner des clés précises par rapport peut-être à un reste deuil qui n'est pas totalement bouclé. Ce que je vous propose, et c'est pour ça que vous nous avez appelé, c'est donc de laisser faire la magie de ce petit livre et puis que vous écoutiez ce que je vais lire, et je ne sais pas encore quoi, et en partant de ce postulat, de cette hypothèse, que là-dedans, il y a quelque chose qui peut être une clé pour vous. Que vous sentiez, que vous trouviez quelle est cette clé, et puis j'espère que cette clé, elle sera aussi pour vous un pont qui va pouvoir vous amener à réouvrir votre cœur, à rencontrer quelqu'un d'autre, et puis finalement à faire en sorte que cette histoire ait été une partie de votre vie, qui a été une expérience, mais qui laisse la place maintenant à celle avec qui vous pourrez être papy et mamie. Voilà, et je vais donc ouvrir le livre. Enfin, vous serez papy, simplement. Je suis prêt à écouter la magie de la vie. Allons-y.
voir. Alors moi, des fois, je suis un petit peu surprise. Voilà, on joue le jeu, on part du principe que, ce que vous allez entendre, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Je vous lis donc. Si aujourd'hui, on me propose de participer à des jeux psychologiques, je sens mon être se cabrer et éprouver du dégoût. Les conflits, les discussions où chacun veut simplement faire étalage de sa présumée supériorité intellectuelle sont destructeurs et épuisants. Combien de fois y ai-je pris part moi-même ? Mais cette fois-ci, je sens le besoin de refuser de nourrir ces échanges stériles. Je décide de ne pas répondre aux attaques ou de couper court à toute discussion qui excite la colère et la haine. Si je veux préserver un espace de paix en moi et autour de moi, et l'harmonie dans mes relations, je peux refuser d'entrer dans les conflits où l'on m'entraîne pour le seul plaisir de la confrontation intellectuelle dont certains ont besoin pour se sentir puissants. C'est parfois la seule solution pour maintenir la paix. Mon Medi-mantra, j'aime la paix, je m'y réfugie. Voilà Thierry, j'ai l'impression que ce petit livre est en train de vous dire fuyez les conflits, fuyez les gens avec qui vous avez des discussions sans fin et allez, laissez-vous guider par la paix, l'harmonie et la tranquillité. D'accord. En l'occurrence, effectivement, ce sont pas des conflits, mais il y a quelque chose quand même qui reste accroché. Oui. Il faut laisser filer. Voilà, c'est ça. En tout cas, visiblement, c'est ce que cette page vous dit. Bon, et je vous souhaite beaucoup. plein Bonne d'espace pour accueillir du bon. Merci. Et plein de bonnes choses pour cette année. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous aussi. Bonsoir. Au revoir Thierry. Le 08 92 23 95 20 et nous avons Catherine qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Je suis dans ma voiture avec le Bluetooth. Alors, est-ce que ça passe bien ? Oh là, non, pas vraiment en fait. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Ça va un peu mieux. On vous écoute Catherine. Un peu mieux ? Vous nous entendez ? Voilà. D'accord. Bonjour, bonsoir. Merci pour tous vos ouvrages et le travail que vous faites. Merci à vous. Je suis dans une situation aujourd'hui où je quitte l'ancien, c'est-à-dire que j'arrête mon travail, j'ai une activité indépendante et l'argent ne rentre pas, donc je me suis décidée après beaucoup de résistance cette année à mettre fin à mes activités. Enfin, je veux dire d'un point de vue légal, oui, juridique. Le système de la RAM, de la créa et tout ça, parce que je ne peux plus abonder et payer. Et je me retrouve en fait, à devoir recommencer quelque chose. Je sens vraiment quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui va redémarrer. Je suis pas triste, je suis pas gaie non plus, et je suis là. Je vois que là, je suis au milieu d'un pont pour aller peut-être plutôt un désert, j'allais dire qu'un pont, pour aller de l'autre côté. J'ai du soutien par ailleurs et beaucoup d'amour par ailleurs et en moi-même. Voilà. Bon, alors mais j'avoue que je suis dans un no man's land, là, je ne sais pas. Alors j'ai envie de vous dire, avant d'ouvrir ce petit livre, c'est une petite chose qui me vient et qui pourra certainement vous aider, c'est que dans ce genre de situation, évidemment, il est normal qu'on ait des inquiétudes, il est normal qu'on ait peur. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez bien les pieds sur terre. Une situation comme ça d'inconnu, c'est évidemment déstabilisant. Et c'est justement dans ces moments-là où vraiment il faut s'ouvrir pour pouvoir reconnaître les opportunités et les panneaux que la vie met sous notre nez parfois et qui vont nous aider à nous diriger. Voilà, donc j'espère que ce petit livre va faire partie de ces panneaux et je vais donc vous choisir une page. Alors, si aujourd'hui je réalise les limites de mes forces, j'ai envie de fermer les yeux et de continuer à nourrir une image de moi bien plus valorisante, mais finalement assez éloignée de la réalité. Mais pourquoi ne pas saluer cette opportunité de rencontre avec moi-même ? Je décide de m'aimer. C'est intéressant, j'ai fait un lapsus. Alors je vais faire rien que pour vous. Je décide de m'aimer et de m'aider tel que je suis. De m'accueillir avec mes faiblesses comme mes forces. Aucun défaut ni fragilité n'est définitif si j'accepte de les regarder avec bienveillance et compassion. Ainsi, je pourrais contribuer à me guérir et à comprendre la cause de ces difficultés que je traverse encore dans certaines situations. J'avancerai alors pas à pas, avec la confiance procurée par le soutien inconditionnel. Mon Medi-mantra,
je suis une alliée fidèle et rassurante pour moi-même. Et je rajoute, si je suis une alliée fidèle et rassurante pour moi-même, je ne vais pas me laisser tomber dans le désert et je vais bien finir par arriver là où je dois arriver. Waouh, c'est génial. C'est fou quand même la corrélation, hein. C'est génial. Voilà, en sachant que ce livre fait quand même 152 pages, ou 154 je crois. Donc voilà, ce message était pour vous visiblement. Ben, merci mille fois. Merci à vous et je vous souhaite vraiment de trouver votre voie et le bonheur. Oui, moi aussi. Oui, merci. Et pour tout le monde qui écoute, et encore ceux qui n'écoutent pas. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, Au Catherine. revoir. Belle soirée à vous, au revoir. Et voilà, il vous reste 2 minutes pour intervenir si vous avez envie. Je crois qu'il y a un appel, donc on va faire une petite pause musicale et puis on va prendre ce dernier auditeur. Il a peut-être un message important à recevoir. Et nous accueillons Valérie. Bonsoir Valérie. Valérie, vous m'entendez ? Bonsoir. Vous m'entendez bien ? On vous entend bien, Oui, oui. très bien. Bonsoir Valérie. Ben moi en fait j'ai entendu les tenants de votre livre et ça m'a parlé. Oui. J'ai été quelques années on va dire un peu triste et malheureuse, mais maintenant j'ai l'impression d'être heureuse. Super. Merci pour ce beau cadeau de partager ça avec nous. Après, il y a toujours des choses, par exemple, je trouve que je me réalise pas assez à titre personnel. Donc après, il y a des choses que j'ai envie de changer. Oui. Mais voilà, j'ai envie de continuer à avancer. Donc je sais pas, voilà ce que je vais D'accord. dire. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas envie d'être heureuse, vous avez envie d'être encore plus heureuse. Hein, et puis, j'entends peut-être d'avoir des pistes qui pourraient vous aider à vous réaliser personnellement. Hein. Alors, on va demander au Phoenix. Voilà, on va dire ça. Globalement, on va dire que j'essaye d'être heureuse. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, voyons ce que le Phénix a à vous dire. Je me prends au jeu. Hein. Alors attendez, parce que là, dans un premier temps, je suis tombée sur une page blanche. Alors ça, c'est intéressant. Ma première réaction, ça a été de me dire, c'est formidable, elle a tout à construire, tout est possible. Hein, parce qu'une page blanche, c'est ce qui permet après de décrire tout ce qu'on veut. Mais je pense que en plus, je suis en train d'écrire un livre. Alors peut-être que ça... Et oui. Peut-être que c'est un signe. Alors c'est intéressant parce que ce qu'on n'a pas dit ce soir dans l'émission, c'est que dans ce petit livre, il y a aussi des coloriages. Il y a des dessins à colorier d'une certaine façon qui permettent aussi de se recentrer et d'aller en fait ancrer, comme avec un petit rituel, tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on a reçu. Le temps passe, me fait signe Roxane. Donc derrière la page blanche, il y avait en plus en transparence une plume qui est dessinée. Donc je pense que ça sous-entend qu'il faut que vous écriviez votre livre. Mais je vais quand même vous donner un autre texte en plus. Hein. Pardon ? Je vais quand même vous donner... Vous voulez un autre texte Alors rapidement, parce qu'on va être coupé Allez, très vite. Ah, c'est incroyable. Je tombe encore sur une plume. Bon, alors je crois que le message est clair pour vous. Je tombe encore sur une plume qui me dit « Je prends soin de ce dessin comme de moi-même et je découvre la force insoupçonnée qui réside en moi. » Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que cette force insoupçonnée qui réside en vous, elle va certainement vous permettre d'écrire un formidable livre. Et en tout cas, je vous le souhaite. Ah bah merci, je vais continuer d'écrire alors. Merci beaucoup. Bonne inspiration. Voilà. Au revoir. Voilà Valérie, merci beaucoup de votre appel. Au revoir à tout le monde et merci pour votre émission. Merci à vous, au revoir. Et nous allons aborder la dernière page promotionnelle dans quelques instants, hein, puisque voilà, tout de suite. Anne-Catherine
Anne-Catherine Sabas, psychothérapeute, auteure, est présente parmi nous ce soir. Je vous rappelle le titre du livre dont nous avons parlé aujourd'hui, Le pouvoir d'être heureux, paru aux éditions Bussière ce mois-ci. Renaître au bonheur chaque jour, voilà, avec des petits coloriages, effectivement, on n'en avait pas parlé, et puis tous ces mantras qui représentent tout un lot de pensées positives. Je vous donne le numéro de téléphone de Anne-Catherine, puisqu'elle est également psychothérapeute, donc elle a la possibilité de vous recevoir en consultation individuelle si vous le souhaitez. Le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09, un site internet également, Anne-Catherine-Sabas, sabas.com, Anne-Catherine-sabas.com. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, vous la retrouvez au salon belge, le salon littéraire belge, nommé Elle se livre, à Braine-l'Alleud, près de Waterloo, un salon réservé aux auteurs féminins, avec cette particularité de l'année d'être à visée humanitaire pour permettre aux enfants brésiliens d'avoir accès à la scolarisation. Vous retrouvez Anne-Catherine donc dans ce salon pour animer 2 conférences. Une conférence le 5 mars sur la femme et sur tous les fronts. Comment ne pas perdre son âme chaque jour. Et puis, vous la retrouvez également le 6 mars sur ce salon, toujours pour redécouvrir votre cœur de mère pour guérir l'humanité. Le 10 avril, Anne-Catherine s'allie avec Isabelle Augmar, une autre thérapeute, pour un atelier de soins, de thérapeutique, intitulé Les journées musicales alchimiques à Bagnolet dans le 93, où ces 2 femmes vous proposeront des outils pour favoriser l'émergence de l'être. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Anne-Catherine, on se retrouve de toute manière, il me semble, le mois prochain. Alors, je ne connais pas la date par cœur, mais je vais vous le dire tout de suite, si vous me laissez juste le temps de mettre mes lunettes. Oui, il nous reste juste ce temps-là. Alors, nous nous retrouvons en février, Donc voilà, je rappelle le titre du livre, en tout cas, Le pouvoir d'être heureux. Si vous aviez envie de vous procurer ce livre, c'est aux éditions Bussière, ou sinon vous vous appelez tout simplement Anne-Catherine. Et puis donc nous nous retrouvons le vendredi 19 février. Voilà, pour un nouveau magazine Santé et Spiritualité. Merci beaucoup Anne-Catherine d'avoir partagé ce moment avec Roxane, nous. Roxane, c'est toujours un plaisir. Merci, plaisir partagé. Au revoir. Au revoir. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Merci également de vous être prêtés au jeu. C'était un chouette moment. Dans quelques instants, vous nous retrouvez sur notre site internet ici-maintenant.com. Il n'y aura pas l'émission de Jean-Paul Bourg puisqu'un enregistrement est prévu. Et puis ce soir, vous retrouvez le magazine Énergie Positive que j'anime avec Zeno Bianou, un contact avec la poésie. Belle soirée à vous, bon week-end et à lundi. Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT.